Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de révision du baccalauréat et notamment et particulièrement en histoire. En histoire, nous allons commencer à travailler sur le premier thème. Le premier thème, c'est le rapport des sociétés à leur passé. Et pour parler du rapport des sociétés à leur passé, on va parler de l'historien et des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc le premier chapitre, celui que vous abordez en premier quand vous arrivez en classe de terminale. L'idée, c'est d'avoir ici une vidéo de 10 minutes maximum, une sorte de pastille de révision qui permettra à ceux qui ne connaissent rien d'avoir les informations essentielles et donc les plus importantes, et à ceux qui ont déjà révisé aussi de se faire un petit rafraîchissement de la mémoire afin d'être certain de cartonner le jour du bac. Alors, sans plus attendre, on commence. On va passer directement sur ce système à deux écrans qui va me permettre de dérouler finalement les informations les plus importantes et qui va vous permettre à vous de rester bien concentré. Donc, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, sujet qui concerne avant tout la France. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit sommaire de cette vidéo. D'abord, on va aborder l'essentiel, le cœur du sujet, ce que vous devez savoir pour avoir une bonne note. Dans un deuxième temps, on évoquera les enjeux du chapitre. En fait, ces enjeux du chapitre, ils ne sont pas très compliqués. Il s'agit d'une lecture que je vais faire moi, chronologique, pour vous montrer les grandes périodes qui marquent l'histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis à la fin, réussir l'épreuve, des petites astuces en plus, les erreurs à éviter, des petites idées bonus pour améliorer votre note. Et puis surtout, ce que vous attendez souvent, est-ce que ce sujet va tomber? S'il tombe, comment il va tomber? C'est-à-dire sous quelle forme? Ça, on va le voir ensemble progressivement. On continue donc et on rentre dans le premier élément de cette réflexion sur les mémoires avec l'essentiel du sujet. La première chose pour comprendre ce thème, pour comprendre cette idée, c'est de se poser la question de la problématique centrale. C'est-à-dire à quelle question le correcteur, à quelle question le jury, à quelle question l'éducation nationale s'attend-elle à ce que vous répondiez pendant votre copie du baccalauréat. Alors ici finalement, l'idée c'est de se demander comment les mémoires. Alors il va bien falloir évidemment distinguer mémoire et histoire, comment les mémoires deviennent progressivement un objet d'histoire pour les historiens, pour ceux qui travaillent directement cette matière-là. La question centrale, en fait, c'est comment les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ont-elles évolué, de quelle manière ont-elles été perçues, de quelle manière se sont-elles développées durant les années qui vont de 1945 à nos jours. Il y a évidemment sous-tendu par cette idée-là une réflexion sur est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité pour les historiens de travailler sereinement sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce thème, il est en deux chapitres. Là, nous, on aborde le premier. C'est un peu la même question qui se pose pour la guerre d'Algérie. Finalement, il y a trois mémoires qui se croisent. Il y a trois lectures mémorielles qui se croisent pour la Seconde Guerre mondiale. Vous avez d'abord la mémoire de la guerre en tant que telle, guerre mondiale, qui a évidemment marqué l'humanité entière et particulièrement la France. Dans un deuxième temps, vous avez une mémoire dont on va beaucoup parler, qui est la mémoire de la résistance, avec la mise en valeur de certains éléments de résistance sur le territoire français. Et enfin, et c'est une évidence, il y a la mémoire du génocide, la mémoire de ce qui a été appelé la Shoah pour la population juive, qui évidemment va entrer souvent en contradiction, parfois en opposition avec ces deux autres mémoires. Finalement, il faut réfléchir ici en termes clés, c'est-à-dire une fois que vous avez saisi le questionnement central, parce que cette problématique-là, elle est très importante pour réussir sa copie. Vous êtes un peu, c'est normal dans les révisions du bac, on s'enferme un peu dans les chiffres. Ah, ça a eu lieu en quelle date? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui? Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce nom? Mais en fait, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'une bonne note au bac, elle se construit en gardant toujours dans un coin de sa tête le questionnement central, ce à quoi vous devez répondre. Vous devez toujours penser l'articulation entre deux termes clés. Les deux termes clés, je vous les ai mis ici sur le côté. Vous avez d'un côté les mémoires, attention à ça, et de l'autre, l'histoire. Alors, les mémoires, c'est quoi? D'abord, il y a un pluriel qui est très important. Il n'y a pas une mémoire, alors qu'on voudrait qu'il n'y ait qu'une histoire, mais il n'y a pas qu'une mémoire, il y en a plusieurs. Les mémoires, ce sont évidemment des éléments subjectifs. C'est toute la différence, évidemment. Les mémoires, elles sont différentes selon les communautés, elles sont différentes selon les origines, selon les lieux, et même elles sont différentes selon les époques. Et il faut bien voir que la mémoire est un processus. La mémoire, elle n'est pas toujours vécue de la même manière, elle n'est pas toujours pensée de la même manière. Les communautés ne se souviennent pas
des événements de manière toujours similaire. Et ça, il faut essayer aussi de le garder en tête. Elle passe par plusieurs phases. Vous avez évidemment une phase, enfin évidemment non, vous avez une phase de refoulement de la mémoire au départ parce qu'on est très près de l'événement et donc il est encore marquant directement pour des populations qui l'ont vécu. Dans un deuxième temps, vous avez évidemment la mémoire ravivée, c'est-à-dire la période où cette mémoire va être remise pour des raisons diverses et variées dans l'imaginaire collectif. Et puis évidemment, vous avez la mise à l'honneur de la mémoire, ce qui est un enjeu assez fondamental finalement pour les différentes communautés. Mémoire et histoire ne sont pas forcément en contradiction. L'histoire, en fait, c'est une science sociale, ça il faut bien le comprendre, qui a une volonté objective, qui a une volonté universelle, hein, qui tend finalement à l'universel. Et ça, il faut bien comprendre que c'est une différence avec la mémoire. L'idée de l'histoire, c'est de relier les faits entre eux, de s'appuyer sur des sources donc de l'époque, qui peuvent être postérieures, mais on sait que parfois la mémoire est un peu biaisée. Et donc dans l'articulation entre mémoire et histoire, il y a finalement un enjeu de réflexion très intéressant pour vous, enfin en tout cas qui va le devenir au moment de votre copie du baccalauréat. Et il faut comprendre que les mémoires deviennent progressivement des objets d'étude pour les historiens. Les mémoires sont aussi évidemment, et c'est lié au débat historique qu'on a beaucoup vu pendant cette campagne présidentielle, les mémoires sont aussi un sujet politique. C'est pour ça que on a eu par exemple en France la loi Guesso en 1990 qui condamne le négationnisme, et donc on est vraiment sur une lecture qui va à la croisée de la mémoire et de l'histoire. On a eu les deux lois de 2001 qui sont aussi à connaître, qui sont importantes, avec la loi évidemment sur la reconnaissance du génocide arménien par l'État français et une loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage. Ça, c'est vraiment des lectures politiques d'un sujet mémoriel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, on va rentrer dans le vif du sujet et dans ce qui s'appelle ici les enjeux du chapitre. Ces enjeux, en fait, ce sont les grandes périodes qui ont scandé un petit peu l'histoire de la mémoire en France et l'histoire des mémoires en France, puisqu'on l'a vu, le pluriel est fondamental. Alors, le sujet il commence en 45 et on va commencer avec un plan un petit peu particulier. Vous pourrez évidemment l'adapter ou le reprendre tel quel si une dissertation sur ce sujet tombe. C'est évidemment une première période. Alors moi j'ai choisi de couper avec la période de la mémoire véritablement occultée, hein, qui est finalement l'immédiat après-guerre de 1945 à 1950, où on va d'abord uniquement mettre en avant une mémoire de la souffrance. Et ça, il faut le comprendre dans un contexte, évidemment, c'est dans une volonté d'unifier le pays. On perçoit de manière globale les déportés, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de déportés, que ce soit les travailleurs du service du travail obligatoire, aussi les prisonniers de guerre ou les déportés pour des raisons génocidaires. Et donc, en fait, l'idée, c'est véritablement de ressouder le pays, de le recentrer autour d'une mémoire finalement commune, même si cette mémoire, elle est marquée déjà alors qu'elle n'est pas vraiment présente, enfin qu'elle est en tout cas beaucoup moins présente qu'elle le sera par la suite dans le débat public, elle est marquée par une première concurrence. Cette première concurrence est éminemment politique. Vous avez d'un côté les mémoires gaullistes, hein, avec une mise en valeur du rôle des Français, notamment des forces françaises et de la deuxième division blindée du général Leclerc qui a libéré Paris, où on diminue le rôle qu'ont pu avoir les puissances étrangères. Et puis évidemment la mémoire communiste, celle du parti des 75 000 fusillés, hein, comme se nomme le parti communiste durant cette période, un chiffre évidemment très exagéré quand on sait que les différents historiens estiment qu'il y a eu 30 000 pendant toute la guerre, 30 000 fusillés en France. Le parti communiste estime lui qu'il a perdu dans ses rangs 75 000 personnes et évidemment ce parti communiste-là, il va minimiser le pacte de Moscou passé entre l'URSS et l'Allemagne nazie avant la guerre, ou encore le départ de son secrétaire général Maurice Thorez vers l'URSS en 1939. On voit bien qu'il y a déjà une volonté d'instrumentaliser un petit peu, que ce soit du côté gaulliste comme du côté communiste, les mémoires, et donc on n'est pas du tout à ce moment-là dans une lecture historique, on est dans une lecture mémorielle. Cette mémoire occultée, elle va laisser place à ce qu'on a appelé le résistentialisme. Donc là, on passe dans les années 50 à 70. Il faut évidemment remettre aussi ça dans le contexte de l'époque, hein. On a parlé de ressouder le pays après la guerre. Les années 50 à 70, ce sont des années marquées par les 30 Glorieuses, mais aussi par des difficultés politiques pour la France, hein, que ce soit dans son empire colonial ou même avec une instabilité ministérielle, dont on reparlera dans d'autres vidéos, à l'intérieur du pays. On va donc mettre en scène ce mythe de la résistance, ce mythe de tous les Français résistants, 40 millions de résistants selon les manuels scolaires à l'époque. On fait passer des lois d'amnistie, hein, c'est-à-dire qui
qui encore une fois mettent un peu sous le tapis le débat qu'il pourrait y avoir sur le rôle et la responsabilité de chacun. Et puis tout ça va prendre une nouvelle dimension en 1958. Au cœur de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle revient au pouvoir. La France passe d'une 4e à une 5e république. Et donc évidemment, il y a une valorisation une valorisation de la mémoire résistante qui va être notamment incarnée par le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964 avec le discours du Premier ministre de la Culture, enfin du ministre de la Culture mis en place par le général de Gaulle, qui est donc l'écrivain André Malraux. Alors, évidemment, cette mémoire-là, elle va être marquée par des premières fissures, des fissures un peu délicates. Il y a à cette époque-là la théorie de l'historien Robert Harron, qui est celle du glaive et de l'épée, hein, évidemment, le glaive étant le général de Gaulle, tandis que pardon, du glaive et de l'épée, du glaive et du bouclier, je me répète. Non, le glaive étant évidemment le général de Gaulle qui doit frapper les Allemands, pendant que le bouclier et le maréchal Pétain qui est censé protéger les Français de l'intérieur. Et donc cette théorie-là, elle va commencer à être mise en cause à ce moment-là. Dès 1951, il y a la création, on voit que ça va assez vite hein, finalement, la création d'un comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est dirigé par le grand historien Henri Michel. Et puis vous avez aussi le cinéma. Vous allez voir que le cinéma, dans cet enjeu de mémoire et d'histoire, joue un rôle fondamental. Le cinéma avec le documentaire d'Alain Resnais que vous devez connaître, qui s'appelle Nuit et brouillard, hein, qui sort en 1956, qui a été commandé d'ailleurs par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et qui va commencer à mettre en place une nouvelle lecture de ce conflit mondial et une nouvelle lecture des mémoires. On arrive donc dans un troisième temps, après ces premiers éléments-là, à un rééquilibrage des mémoires. Donc là, c'est une grande partie que j'ai choisi de faire, une partie qui va de 1970 à nos jours. Il va y avoir dans les années 70, alors évidemment, il y a le départ du général de Gaulle du pouvoir et l'arrivée de Pompidou en 1969 qui change les choses, mais c'est surtout le documentaire de Marcel Ophuls en 1971, hein, Le chagrin et la pitié, qui va engendrer un basculement, finalement, une relecture mémorielle. On peut aussi citer, donc je parle toujours du cinéma, mais je peux aussi parler en 1973 d'un ouvrage essentiel, ouvrage de l'historien américain Robert Paxton, hein, qui continue encore aujourd'hui à peser dans le débat public. Cet ouvrage-là, c'est La France de Vichy. Il va aussi y avoir les travaux de Jean-Pierre Azéma, qui lui est un historien français. Et on va commencer à initier une réflexion historique qui dépasse finalement cette mémoire un peu mythique de la résistance. Cela s'incarne aussi dans une relecture et une remise en valeur de la mémoire de la Shoah, qui jusque-là avait été négligé notamment dans le débat public. Il y a notamment le film Shoah de Claude Lanzmann en 1985 qui va beaucoup marquer les esprits et qui va contribuer à relancer la réflexion. Cette réflexion, elle va passer par une reconnaissance politique qui est quand même assez douce, assez lente plutôt. Il y a différents éléments qui vont jouer, notamment les grands procès. On pense en 1989 au procès du chef de la milice pour la région lyonnaise, donc était quelqu'un qui avait collaboré de façon active, qui s'appelait Paul Touvier, qui est condamné pour crime contre l'humanité, alors qu'il avait été en 71 gracié par Georges Pompidou. Et donc finalement, il y a une reconnaissance politique de la collaboration qui va venir doucement. 1993, où François Mitterrand instaure une journée nationale commémorative des persécutions, qu'elle soit raciste et antisémite, même si on parle encore de l'autorité dite du gouvernement français. On n'assume pas encore véritablement d'un point de vue politique cette histoire, et ces mémoires, finalement, les deux ici sont reliés. Tout ça va se faire, et ça vous le savez, en 1995 avec Jacques Chirac au Vélodrome d'hiver, donc lieu ô combien symbolique. On voit bien qu'il y a aussi une lecture mémorielle ici de cette réflexion-là, où Jacques Chirac va reconnaître pour la première fois la responsabilité de la France en tant que pays, pas de la France de 40 à 44, de la France en règle générale, même si le mythe de la résistance se maintient encore dans le monde politique. Pour conclure, je dirais qu'il y a eu le rôle du procès Klaus Barbie, donc à Lyon, entre 1983 et 1987, qui va beaucoup jouer pour une reconnaissance progressive de la Shoah. Et on le voit encore aujourd'hui, 2005, c'est l'instauration du mémorial de la Shoah à Paris. Il y a encore finalement un enjeu de réflexion, il y a encore un enjeu de mémoire, il y a encore un rôle important à jouer pour la mémoire, qui s'incarne aussi dans une lecture historique. Donc voilà. Ça, c'était les grandes étapes, c'était les éléments essentiels que je voulais mettre en valeur. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour bien finir cette vidéo, pour que vous ayez vraiment l'essentiel. Comment réussir cette épreuve? Il faut éviter 3 erreurs. Il faut éviter de voir les mémoires comme finalement une mémoire. Il faut éviter de croire qu'il y en a
qu'il y ait une hiérarchie entre les mémoires, il faut bien montrer la pluralité de ce terme. Il faut éviter à tout prix en revanche l'expression devoir de mémoire. Il y a même des historiens qui parlent maintenant de devoir d'histoire parce qu'ils demandent en fait une lecture un peu dépassionnée, une lecture beaucoup plus objective, avec une volonté plus objective, sans remettre en cause la valeur des mémoires. Et enfin, il y a une énorme erreur, vous voyez, ça me fait bégayer, une énorme erreur qu'il faut éviter à tout prix, c'est celle de ne pas contextualiser. Il ne faut surtout pas reprocher, je pense, au résistentialisme, je pense évidemment au rôle des acteurs politiques de cette époque ou grâce aux amnisties qui ont pu être accordées. Il faut surtout en histoire, mais ça ce sera le cas pendant toutes vos études, mais même surtout pour le bac, il faut surtout remettre les choses dans leur contexte. Il faut toujours voir qu'il y a plusieurs causes pour un seul fait, qu'il y a tout un faisceau d'éléments qui conduisent les acteurs de l'époque à se comporter comme ça, et vous ne pouvez pas leur reprocher finalement de ne pas avoir la même vision du monde que vous. D'ailleurs, vous serez bien content dans 25 ans qu'on ne vous reproche pas les pensées que vous avez pu avoir ou les réflexions que vous avez pu avoir sur le vif du sujet. Pour terminer, comment gagner des points? L'info en plus, ça peut servir d'accroche pour commencer ou sa dissertation ou pour la terminer. Je pensais que c'était intéressant de revenir sur le film La Grande Vadrouille que vous avez tous vu si vous avez passé du temps à vous ennuyer l'été chez vous parce qu'il repasse chaque année à la télévision. La Grande Vadrouille, c'est un film de 1966, donc on voit bien qu'on est dans la période qui est au cœur du résistentialisme sous De Gaulle. C'est Gérard Houry qui l'a réalisé, ça a fait quand même 17 millions, alors ça a été dépassé depuis, mais ça a fait 17 millions de spectateurs en France. Et en fait, finalement, La Grande Vadrouille, pour ceux qui l'ont vu, c'est évidemment le mythe, bien burlesque ici, mais le mythe tout de même de la résistance ordinaire de chaque Français est plus ou moins un résistant. C'est une manière finalement assez originale de rentrer dans ce sujet. Est-ce que c'est un sujet attendu? Alors, il est tombé en ES et en L en 2016. Attention, il faut quand même le réviser. Ils aiment bien parfois faire des surprises au bac. En revanche, en S, il fait partie des sujets qui sont très probables. Si ce sujet tombe, l'intitulé qui est annoncé par l'Éducation nationale est extrêmement simple, clair et efficace. C'est l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc voilà, il n'y aura pas de surprise normalement sur le sujet. À vous évidemment de réussir à en tirer le meilleur profit. Regardez bien cette vidéo, prenez bien des notes, n'hésitez pas à aller préciser certains aspects. J'ai donné des noms, évidemment on essaie d'aller vite pour que ce soit efficace, mais n'hésitez pas à aller voir si vous ne pouvez pas préciser certaines choses. Normalement, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, vous êtes paré pour le bac. Bonne chance.